Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité pour vous parler de l'éducation thérapeutique du patient. Et puis ensuite, Marilyn Michel vous parlera de l'éducation en santé. Alors, je suis le docteur Xavier Breivelt, je suis chirurgien dentiste et je suis vice-président de l'UFSBD. Donc, une petite diapo pour vous présenter l'UFSBD. Donc, c'est une association de chirurgiens dentistes qui est dédiée à la promotion de la santé et la prévention dentaire depuis 1966. Donc, ça fait un petit peu plus de 55 ans. On a pour vision de promouvoir et améliorer la santé orale des Français. Et notre ambition, c'est de placer l'équipe dentaire, donc on parle à la fois aux chirurgiens dentistes et l'assistant dentaire, au cœur du parcours santé de chaque Français. Et on a notamment aussi un organisme de formation pour l'assistant dentaire et pour le chirurgien dentiste. Et notre mission, c'est de développer la prévention et la promotion de la santé dans et en dehors du cabinet dentaire. En dehors du cabinet dentaire, c'est bien évidemment les missions de prévention dont vous avez peut-être entendu parler, notamment celles que l'on fait au niveau des écoles. Et puis, dans, c'est aussi donc, pour promouvoir la prévention, la prévention carieuse, parodontale ou érosive, que chaque praticien et que chaque équipe dentaire, en y incluant bien évidemment l'assistant dentaire, doit intervenir au niveau des patients. Alors, je dois vous parler de l'ETP, mais en fait, il y a souvent une confusion dans les termes, dans les différents termes d'éducation que l'on peut apporter, d'hygiène aux patients. Alors, on peut parler de prévention, on peut parler de prophylaxie, on peut parler d'éducation à la santé, on peut parler d'éducation à l'hygiène, on peut parler d'éducation personnalisée ou encore d'éducation thérapeutique du patient. Donc, est-ce que tous ces termes-là sont équivalents? Est-ce qu'ils veulent dire tous la même chose? Ou est-ce qu'il y a en effet quelques petites différences? Le point commun, en tout cas, à tous ces noms, c'est qu'elles interviennent sur une triangulaire qui fait appel aux patients, aux praticiens et à l'assistante dentaire. En effet, de par votre convention et des fonctions qui vous sont attribuées, l'assistante dentaire accueille les patients, communique avec les patients et a dans ses devoirs d'informer, d'éduquer les patients à la santé bucco-dentaire, donc par des messages de prévention, par des recommandations, mais aussi elle peut montrer, faire des démonstrations, donner des méthodes de brossage. Elle est aussi, dans ses fonctions, recueille et transmet les informations. Des fonctions qui seront peut-être élargies, comme on l'a pu le voir ce matin, avec le diplôme d'assistante de niveau 2 ou assistante en médecine bucco-dentaire, selon le terme qui sera choisi. Donc le point commun à tous ces mots, c'est savoir accompagner son patient vers une participation active à son état de santé bucco-dentaire et par suite de son état de santé général. Donc c'est d'en faire un véritable acteur de sa propre santé, à la fois sa propre santé orale et de sa propre santé générale. Pour revenir donc sur chacun de ces termes, on a tout d'abord la prévention. Donc la prévention est l'ensemble des mesures qui visent à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents. L'OMS distingue 3 moments de prévention. La prévention primaire, tout d'abord, qui vise à diminuer l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas nouveaux de la maladie par la mise en œuvre de moyens empêchant l'apparition d'une pathologie ou d'un symptôme par des actions collectives, comme par exemple des campagnes de motivation que l'on peut voir à la télévision ou menées par l'UFSBD, par exemple, dans les écoles ou autres les crèches ou même les entreprises, ou alors des actions individuelles, comme par exemple inciter les gens à utiliser un dentiste fluoré, de boire un verre d'eau s'ils ne peuvent pas se brosser les dents au moins le midi, mâcher un chewing-gum sans sucre par exemple le midi. Ça ne remplace pas bien évidemment le brossage, mais ça permet déjà de donner quand même, de remotiver la salivation et puis d'éliminer quelques débris alimentaires. La prévention secondaire, elle, se situe au début de la maladie et vise à diminuer la prévalence de la maladie.
Donc ça va être par exemple l'incitation à des dépistages par l'examen bucco-dentaire de la CPAM en action collective ou en action individuelle. Ça va être au cabinet dentaire par l'évaluation du risque carieux, par des scellements de sillons, par la mise en place de vernis fluorés ou même la maintenance qui rentre dans la prévention secondaire. Enfin, la prévention tertiaire, elle vise à diminuer la prévalence des handicaps ou des séquelles d'une maladie. Donc, ça va être par exemple le soin, donc les soins de carieux, les soins parodontaux, les soins chirurgicaux. La prophylaxie. Alors, le terme prophylaxie regroupe, lui, l'ensemble des méthodes ayant pour but de prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation d'une maladie. C'est une approche à la fois individuelle et collective, et qui est actuellement un terme qu'on va de plus en plus réserver pour des maladies qui vont être transmissibles. L'éducation pour la santé, elle consiste à amener l'individu, le groupe ou la communauté à adopter un comportement favorable à la santé. Marilyn reviendra dessus. Et l'éducation thérapeutique du patient, qui est le thème de la conférence qu'on m'a demandé de vous présenter, qui est une démarche éducative qui est centrée sur le patient, s'inscrivant dans un parcours de soins. La prophylaxie fait partie, par exemple, ou l'éducation pour la santé fait partie de l'ETP. On va reprendre certaines mesures comme l'enseignement à l'hygiène, mais l'ETP va être beaucoup plus cadré et va répondre à des exigences précises, comme elle est aussi soumise à un cahier des charges national publié par décret. L'ETP, c'est un concept qui est apparu il y a plus de 100 ans, d'abord aux États-Unis, et qui était mené par des gens souffrant de diabète. Elle a été ensuite beaucoup plus développée dans les années 80, aux États-Unis d'abord, puis en Suisse et en France. Et elle se construit vraiment autour des sciences médicales, humaines, sociales, donc fait intervenir la psychologie, la philosophie, différentes sciences autour de ce concept. Alors, l'éducation thérapeutique, elle a été définie clairement par l'HAS en 2007. Et donc, sa définition exacte, c'est de viser à aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Donc, le terme de maladie chronique est importante. Elle fait partie intégrante de façon permanente à la prise en charge du patient, ceci ayant pour but de les aider, ainsi que de leur entourage, à comprendre leur maladie, leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge, dans le but de les aider à maintenir et à améliorer leur qualité de vie. Donc là, on a vraiment l'essence même de l'ETP qui est dirigée que vers des malades souffrant d'une maladie chronique, donc qui ont déjà développé une maladie, et cette maladie devient chronique. Et puis, elle s'adresse à ce patient proprement dit, qui doit donc connaître exactement tous les vecteurs de sa maladie, tous les révélateurs de sa maladie, et qui s'intéresse aussi à son entourage. Donc l'ETP, on va plutôt parler de prévention tertiaire avec de l'ETP, puisque la maladie elle est installée, elle est chronique, et elle va être là pour éviter les complications, éviter les rechutes. Ça va être une approche personnalisée du patient, donc on va l'interroger, on va définir avec lui, comme on va le voir, des objectifs. Donc on va prendre du temps pour comprendre le patient, comprendre comment dialoguer avec ce patient, comprendre le langage qu'il faut adopter avec lui. Il y aura un suivi qui sera individuel, mais il pourra aussi participer à des séances collectives de façon à échanger sur sa maladie, à échanger sur les moyens qu'il a mis en place pour combattre sa maladie, ou en tout cas ensuite pour vivre avec. L'objectif, c'est de l'aider à être beaucoup plus autonome, et c'est aussi un programme multiprofessionnel. Donc l'ETP intervient avec d'autres professions, par exemple le diabète, qui a été le plus adapté après pour le dentaire, étaient des patients diabétiques. Et donc, il y a un échange qui va être fait avec d'autres professionnels de santé.
Donc, si on peut résumer, la promotion de la santé, c'est vraiment la promotion de la santé dans son sens le plus large possible. Ensuite, on va avoir l'éducation pour la santé qui va être un petit peu plus orientée sur le patient, et l'ETP qui est vraiment destiné à un patient particulier, enfin, en tout cas, ou un groupe de patients particuliers. Comme je vous l'ai dit, les ETP font partie d'un cahier des charges qui est national. Et donc, pour être mis en place, en principe, au niveau local, ces programmes doivent obligatoirement être déclarés à l'ARS, de façon à notamment aussi pouvoir obtenir un financement. Cette déclaration doit être proposée au malade par le médecin prescripteur et donne lieu donc, à un programme personnalisé. Donc, le praticien ou le groupe de praticiens qui veulent mettre en place un ETP vont détailler un programme qu'ils vont soumettre à l'ARS. Donc, ce programme va notamment définir les objectifs, la population concernée, les modalités d'organisation, les compétences professionnelles qui réalisent une ETP, les éléments d'évaluation du programme, les sources prévisionnelles du financement. Pour un ETP, deux solutions sont possibles. Soit l'ETP existe déjà. Dans ce cas-là, le praticien va redemander à participer au programme déjà existant. Soit il n'existe pas, et dans ce cas-là, il doit en concevoir un nouveau. Donc, les objectifs de l'ETP sont de comprendre, pour le patient, ça va être de comprendre la maladie et ses traitements, d'acquérir et de conserver des compétences, de gérer au quotidien sa maladie, d'en dépister de prévenir ces crises et de retarder les complications et de maintenir l'observance thérapeutique dans le temps. Alors, est-ce que, donc nous, au cabinet, est-ce que éduquer, est-ce que c'est informer? Est-ce que si je dis, il faut vous brosser les dents 2 fois par jour, matin et soir, est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que ça équivaut à une éducation? Non. Bien évidemment, hein, il faut aussi montrer comment bien se brosser les dents aux patients. Donc, éduquer n'est pas informer. Hein. Une information orale ou écrite, un conseil de prévention peuvent être délivrés par un professionnel de santé à diverses occasions, mais il n'équivaut pas à une éducation, et d'autant plus à une éducation thérapeutique. Alors, dans le cahier des charges, il est demandé aux personnes qui vont faire partie de cette ETP d'avoir une formation obligatoire de 40 heures, donc théorique et pratique, dans lequel en fait, on va leur apprendre notamment à questionner son patient, à comprendre, à utiliser les méthodes d'entretien motivationnel notamment, de poser les bonnes questions, d'utiliser une certaine façon de poser ces bonnes questions, notamment par des questions ouvertes. Ensuite, dans le cahier des charges, donc, il y a le programme qui va être déclaré à l'ARS, qui doit être habituellement donc, pluridisciplinaire, qui doit être centré sur le patient, qui doit faire partie intégrante de la prise en charge de la maladie du patient et qui doit faire l'objet d'évaluations pré- et post-éducatives et qui peut reprendre des séances individuelles et collectives, comme je vous l'ai déjà dit. L'ETP va être organisé surtout sur 4 critères. Ça va être le diagnostic éducatif. Donc, on va lister les problèmes du patient, évaluation des besoins du patient. On va établir un contrat avec lui, hein, c'est-à-dire une alliance thérapeutique qui va nous permettre de progresser. On va programmer des séances d'éducation qui peuvent être, comme je vous l'ai dit, à la fois individuelles et collectives, c'est-à-dire que l'on peut après regrouper 6 ou 8 patients ayant la même problématique, de façon à ce qu'ils puissent discuter, échanger entre eux de leurs problèmes et des solutions surtout qu'ils ont pu trouver. Et puis, on va évaluer, on va vérifier s'il y a une amélioration dans le temps. Donc,
Donc, au niveau relationnel, on va s'appuyer surtout sur l'approche motivationnelle, donc qui se compose en 2 temps, avec un premier temps qui va être formé par des questions ouvertes, une écoute réfléchie. On n'hésite pas à reformuler les réponses des patients, à reprendre tous les trois réponses, de faire un mini résumé. On essaye de valoriser son patient, on essaye de l'inciter, le susciter au changement. Et puis une deuxième phase qui sera basée sur un contrat éducatif et un plan de changement. On va essayer de lui apporter des solutions. Alors du coup, est-ce que cet ETP, il est applicable en dentaire? Oui, parce que au niveau dentaire, le patient, il a aussi des maladies chroniques, comme la maladie carieuse, la maladie parodontale. En effet, la maladie carieuse, elle est reconnue comme une maladie chronique, de même que la maladie parodontale. Donc la maladie carieuse est une maladie infectieuse multifactorielle qui est d'origine bactérienne, qui est reconnue comme la plus courante des maladies chroniques de l'enfant, qui est une pathologie qui s'inscrit dans la durée et la chronicité. Bien souvent, des gens qui ont déjà eu des caries ont quand même un risque plus élevé de développer d'autres caries dans le temps. La maladie parodontale est elle aussi une maladie inflammatoire d'origine infectieuse qui touche 80% de la population, chez l'adulte en général, et qui est aussi influencée par d'autres facteurs de risque comme le stress, le tabac, l'immunité. Et cette maladie carieuse et cette maladie parodontale, elle est en rapport avec notre corps, avec notre santé en général. On sait très bien qu'il y a des relations importantes entre, par exemple, le diabète et les maladies parodontales, des relations qui sont bidirectionnelles. Le diabète peut influencer, retarder la cicatrisation d'une maladie parodontale, et inversement, une maladie parodontale peut entraîner le déséquilibre du diabète. Notamment, la maladie parodontale est déclarée comme la 6e complication du diabète. On a aussi des problèmes avec les maladies cardiovasculaires. On a 1,4 à 4% de risque en plus si on a une maladie parodontale pour développer des maladies cardiovasculaires. On sait que ça peut provoquer des accouchements prématurés. On sait aussi que ça peut entraîner des problèmes au niveau articulaire. Donc, il y a des liens multiples qui sont déclarés entre la maladie carieuse, mais aussi la maladie parodontale avec le corps en général. Donc, peut-on l'appliquer l'ETP, donc avoir cette structure multiprofessionnelle et qui inclut le dentaire? Donc oui, ça a déjà été fait, notamment pour des patients diabétiques, pour des patients séropositifs atteints de VIH. Et on pourrait élargir aussi, par exemple, aux patients, et peut-être qu'il y a déjà eu des cas aussi de mise en place, pour des patients ayant un handicap, pour l'odontologie pédiatrique, ou les 1000 premiers jours. Donc les 1000 premiers jours, c'est du 4e mois de la grossesse à la fin des 2 ans de l'enfant, qui pourrait permettre notamment de s'associer au niveau de diététiciens, au niveau de psychologues, de mettre en place donc un réseau comme ça de prise en charge. On peut l'intégrer aussi dans les cancers, dans les problèmes cardiovasculaires. Alors, l'ETP, est-ce que c'est une appellation d'origine contrôlée? C'est-à-dire est-ce qu'on doit l'appliquer vraiment complètement au cabinet dentaire? Alors, oui, si on veut parler véritablement d'ETP et d'être strict sur les mots, oui. L'ETP doit être multiprofessionnelle. Elle doit répondre à ce cahier des charges rigoureux. Maintenant, bien évidemment, il n'est pas évident forcément de le mettre en place dans un cabinet.
parce qu'il faut du personnel, parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut un financement. Alors, le TP au sens strict du mot, il est réalisable, mais un petit peu plus difficile. C'est pour ça que l'on va vous parler maintenant de l'éducation à la santé, qui va être beaucoup plus facile à mettre en place. Et qui fait partie d'un ETP et sur lequel on va pouvoir reprendre les principes, notamment les principes de communication avec son patient, les principes d'écoute avec son patient et la façon de le motiver et de le faire changer dans son comportement et de le rendre véritablement acteur aussi de sa santé orale, qu'il puisse bien comprendre sa maladie parodontale, pour qu'il puisse bien comprendre sa maladie carieuse et lui amener des changements pour qu'une fois soigné, il puisse être stabilisé et ne pas évoluer. Voilà donc pour ma partie. Je vous remercie de votre attention et je laisse la place à Marilyn.